Et c'est l'heure du club du mondial. Soyez les bienvenus. On va revenir sur les matchs de la nuit dernière. Les matchs à venir, il y en a beaucoup ces prochaines heures. On n'aura pas le temps de tous les regarder. Il faut dormir un petit peu quand même. Et puis on parlera des Bleus aussi parce qu'on attend avec impatience cette rencontre face à la Norvège. On en parle avec vous, Gilles Boiteau. Bonjour, Aude. Bonjour. Et puis Hervé Quamo. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en forme tous Ouais, très malgré en forme. la canicule parisienne, enfin et française. Alors on va commencer avec la surprise de la nuit dans le groupe E, Jules. Oui, avec la victoire de l'Équateur face à l'Allemagne. L'Équateur qualifié pour les 16e de finale malgré un début de compétition très compliqué. Dans le même temps, les éléphants ivoiriens ont validé eux aussi leur billet avec une victoire 2-0 contre Curaçao. 4 autres matchs dans la nuit, on les évoquera évidemment. Et la conséquence, c'est qu'on en sait un peu plus sur les premières affiches des 16e de finale. Oui, le premier, on le connaissait, c'était Canada-Afrique du Sud dimanche. Mais le premier gros rendez-vous de cette Coupe du Monde, ce sera lundi soir, Pays-Bas-Maroc en 16e de finale. Le premier du groupe F contre le deuxième du groupe C. Énorme choc à venir donc entre deux équipes qui aspirent au dernier carré de la compétition. Et puis que quelques heures avant le dernier match de poule de l'équipe de France contre la Norvège. Oui, même si les deux équipes sont déjà qualifiées, ce sera un match très important pour la première place, pour obtenir une partie de tableau plus favorable et puis pour limiter le nombre de déplacements aussi. Il faut gagner pour les Bleus dans un match où c'est Guy Stéphane, le premier adjoint, qui assurera l'intérim en l'absence de Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa maman. Bah voilà, vous avez le programme, c'est parti pour le club mondial sur France 24. Et on va commencer par une surprise, donc la victoire de l'Équateur sur l'Allemagne dans le groupe E, synonyme d'une qualification. Oui, ils étaient pourtant si mal partis, les Équatoriens, dans cette compétition. Défaite d'entrée contre la Côte d'Ivoire, puis match nul contre le petit pucet Curaçao. Il fallait donc un exploit face à une équipe d'Allemagne qui était déjà qualifiée, mais qui voulait tout de même bien terminer ses poules. En témoigne l'équipe alignée quasiment identique à celle des matchs précédents. Et ce sont les Allemands donc qui ont très bien commencé sur un but de Leroy Sané dès la deuxième minute, malgré une faute assez évidente de Pavlovic au départ de l'action, une injustice peut-être qui a piqué les Équatoriens qui se sont tout de suite remis à l'endroit. Égalisation d'une très belle frappe à 25 mètres de Angulo qui n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer. Un Neuer pas très inspiré sur le second but équatorien. Gonzalo Plata est venu le devancer au premier poteau sur corner. Victoire 2-1 donc pour l'Équateur. C'est un peu la sensation de la journée. Un mot, Hervé, sur ces Équatoriens qui, à l'orgueil peut-être, sont allés chercher leur qualification. Oui, c'est à l'orgueil. Et puis, j'allais dire que c'est une qualification un petit peu logique parce que les Équatoriens ont terminé quand même deuxième de la longue période éliminatoire en Amérique du Sud. C'est l'équipe qui était censée être le deuxième favori après l'Allemagne. Et je trouve qu'ils ont fait un bon match hier. Les Allemands, peut-être qu'ils étaient déjà qualifiés dans leur tête, peut-être ils étaient déjà sûrs d'être premiers, mais je les ai trouvés toujours très loin du ballon, jamais bien en place, et dont les Équatoriens en ont profité. Ouais, l'Allemagne qui termine première donc de ce groupe, mais qui ne se rassure pas franchement avec, on le sait, en perspective, peut-être un 8e de finale contre l'équipe de France. Dans les gros Européens, en tout cas, l'Allemagne n'est pas l'équipe qui a le plus rassuré. Disons que c'était pas l'équipe, elle ne faisait pas partie des favoris annoncés. Je veux dire, quand on parle beaucoup de la France, de l'Argentine, de l'Espagne, mais très peu de l'Allemagne. Moi, je place toujours l'Allemagne parmi les favoris parce que c'est par principe, parce qu'on ne sait jamais. Il y a cette culture de la compétition chez eux, mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui était annoncée parmi les favorites. Et puis avec le sélectionneur donc c'est la première expérience finalement à ce niveau, donc c'est difficile de voir exactement où ils en seront. Ce match leur permet ne permet pas de marquer des points, mais bon, en 16e de finale, ils pourront donner une autre image. On verra bien. Et puis dans l'autre match du groupe E, eh bien, les éléphants ivoiriens ont eux aussi assuré leur qualification. Oui, ils n'ont pas tremblé. Un grand sourire chez Hervé. Ils n'ont pas tremblé, les Ivoiriens, face à Curaçao. Ils étaient évidemment grandissimes favoris. C'est Nicolas Pepe qui a très bien lancé la rencontre dès la 7e minute de jeu sur un service de Diomandé. Nicolas Pepe toujours a doublé la marque en deuxième mi-temps pour le 2-0. Copie sérieuse pour la Côte d'Ivoire qui, après 3 éliminations au premier tour de Coupe du Monde, se qualifie donc pour la première fois de son histoire. Et forcément, ça fait un sélectionneur heureux. Écoutez. Même si tout n'a pas été parfait, on a gagné 2-0 sans encaisser de but.
C'est aussi bien pour le moral et pour la confiance, pour la suite de la compétition. On est vraiment fiers et contents. C'est un groupe jeune, c'est la première Coupe du Monde pour tous les joueurs. C'est un groupe qui grandit très 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 bien. Voilà pour les mots d'Emer Sfaé, les Ivoiriens qualifiés. Hervé, donc, qualification historique, mais qualification logique au vu du talent à tous les étages dans cet effectif. Qualification historique, qualification logique, mais attention, elle a eu du mal à se mettre en place, on les sentait un peu nerveux. Et puis je trouve aussi que c'est une belle histoire pour le coup pour le buteur, le double buteur de la rencontre, Nicolas Pepe, qui a raté la Coupe d'Afrique des Nations suite à une interview qu'il avait donnée à un youtubeur et qui n'a pas plu, dont les propos n'ont pas plu à la fédération. Et je trouve que c'est un joueur qui était annoncé très haut, qui a eu un passage à vide après avoir quitté Lille, qui s'est relancé, a raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations et a retrouvé la lumière dans le grand événement mondial. Je trouve que c'est une belle histoire et c'est bien aussi que ce soit lui qui ait qualifié la Côte d'Ivoire pour la première fois en sortie de poule. La Côte d'Ivoire qui rencontrera soit la France, soit la Norvège. Donc on verra évidemment en fonction du résultat de ce soir. Un petit mot peut-être Hervé sur Curaçao qui termine avec 1 point. Coupe du Monde réussie pour le petit pousset de cette édition. Oui, Coupe du Monde réussie, c'est la plus petite, c'est une toute petite île qui se qualifie et évidemment, je pense que sur certains matchs, ils auraient même pu mériter mieux. Hier, un match nul n'aurait pas été choquant, il a manqué quelque chose dans les 2 surfaces de réparation. Mais oui, effectivement, c'est un beau parcours, ce qu'offre la Coupe du Monde à 48, parce que c'est vrai que c'est l'élargissement du plateau qui le permet. Mais j'ai trouvé que c'était une belle équipe, même si essentiellement composée de joueurs qui ont grandi aux Pays-Bas. On passe au groupe F, les Pays-Bas sur une belle première place. Ouais, les Néerlandais qui n'ont laissé aucune chance à des Tunisiens qui ont définitivement complètement raté leur tournoi. 3 défaites en 3 matchs pour les Aigles de Carthage, 12 buts encaissés. Hier, ils ont perdu 3-1, dominés par une équipe des Pays-Bas qui monte en puissance. Après un premier match nul un peu laborieux contre le Japon, c'est 2 belles victoires ensuite, 5-1 contre la Suède, 3-1 contre la Tunisie, donc il faudra compter sur les Néerlandais dans la suite de la compétition. Enfin, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire que l'ampleur des scores n'est pas forcément, en dehors du match contre la Tunisie, n'est pas forcément le résultat de ce qu'ils ont. Parce que la défaite, la victoire 5-1 contre la Suède, je trouve qu'elle est... Défense catastrophique de la Suède durant ce match. C'est vrai qu'on a eu aussi une défense catastrophique de la Tunisie aussi hier soir. Donc en fait, ils ont quand même beaucoup d'événements. Il faudra attendre un vrai gros match pour savoir quel est le vrai niveau. Mais après tout, il faut quand même les mettre, ces buts, mais il faudra attendre vraiment pour voir quel est le niveau. Ouais, ce gros match, il devrait arriver très bientôt. On va en reparler un peu plus tard. Un mot peut-être de la Tunisie, Coupe du Monde catastrophique pour les Aigles de Carthage. L'arrivée de Hervé Renard n'aura finalement rien changé. On va dire qu'ils étaient encore en préparation parce qu'il leur manquait quelques matchs pour arriver à la Coupe du Monde. Ils ont commencé à 5 buts encaissés, 4, 3. Peut-être que s'ils avaient eu 3 ou 4 matchs de plus, ils seraient arrivés dans les temps. Je pense qu'effectivement, c'est dommage, c'est une catastrophe. Et puis, ça prouve bien que on ne peut pas gagner en improvisant un changement comme ça pendant la compétition. Puis dans l'autre match des groupes, le Japon et la Suède sont séparés bons amis partout. Ouais, ce qui veut dire que c'est le statu quo dans le classement. Le Japon qui conserve sa 2e place qualifiée donc, tandis que la Suède est assurée de faire partie des meilleurs 3e. Un match nul qui arrange tout le monde donc, et il est possible que la Suède rencontre les Bleus en cas de première place pour l'équipe de France. Tout cela est très compliqué, c'est des calculs un peu abscons, donc pour l'instant c'est la probabilité, mais ça pourra changer. Pour terminer les matchs de la soirée, le groupe D avec les Américains. Oui, qui avaient remporté leurs 2 premiers matchs en montrant de belles choses. Eh bien, ils ont chuté hier soir, les Américains, contre la Turquie, qui a, elle, voulu sauver l'honneur dans cette compétition. Déjà éliminée, les Turcs sont allés l'emporter 3-2 grâce notamment à Arda Güler, enfin Arda Güler et Barış Yılmaz. Quand on voit, Hervé, comment la Turquie a réussi à attaquer dans ce match, on peut avoir des regrets pour les Turcs. Oui, ils peuvent avoir des regrets, et Arda Güler notamment, qui est passé à côté de sa Coupe du Monde. Ce n'est qu'hier qu'il a su se montrer décisif. Arda Güler, jeune milieu de terrain du Real Madrid. Du Real Madrid, oui, c'est vrai que finalement, c'est une compétition différente des compétitions de club. Il faut s'habituer et il faut gagner rapidement. Et là, malheureusement,
souvent, leur réveil arrive trop tard. Mais je trouve que c'est aussi bien de sortir sur une victoire. Ça montre une réelle prise en main. Et puis un mot peut-être des États-Unis, plutôt une bonne phase de poule pour le pays organisateur. Il y a du talent devant, surtout Balogun, McKennie, Pulisic qui va revenir pour les 16e de finale. Oui, il y a du talent et puis il y a du travail parce que je trouve que c'est une équipe qui est bien en place tactiquement de façon générale. Ça se voit qu'il y a eu du travail, même si au début de la Coupe du Monde, personne ne savait quel était le vrai niveau. Sur les 2 premiers matchs, moi je les ai trouvés cohérents, offensifs et leur première place est tout sauf imméritée. Donc ils sont vraiment à leur place. Et dans l'autre match, c'était difficile de ne pas s'assoupir, c'est ça, devant Paraguay-Australie. Oui, il fallait avoir pris un petit café là, 0-0, Ou avoir qui très fait chaud. l'affaire des 2 équipes, de l'Australie évidemment, qui termine 2e du groupe, et puis de son côté, le Paraguay devra attendre le résultat de l'ensemble des autres matchs, mais avec 4 points, c'est plutôt très bien parti pour les Paraguayens qui pourraient retrouver l'Allemagne en 16e de finale. Voilà donc pour l'ensemble des résultats de la soirée. On connaît désormais 4 affiches des 16e de finale. Oui, on connaissait déjà la première affiche, ce sera dimanche soir entre le Canada et l'Afrique du Sud. On a désormais le premier gros rendez-vous de cette phase éliminatoire. Ce sera, vous le voyez, Pays-Bas, Maroc, 2 équipes qui, on l'a dit, donc font plutôt bonne impression dans cette compétition et puis qui prétendent toutes les deux au dernier carré. La dernière confrontation entre les 2 équipes en Coupe du Monde, c'était déjà aux États-Unis en 1994. À l'époque, les Néerlandais l'avaient emporté 2-1 contre le Maroc. Le Maroc qui n'était pas la même équipe et qui a aujourd'hui changé de dimension. Pays-Bas-Maroc pour les 16e de finale. Hervé, c'est l'injustice de cette formule à 48 équipes. Certains tirages au sort font que le premier d'un groupe tombe contre un deuxième, le Maroc, qui a pourtant gagné 7 points dans son groupe. Oui, c'est l'injustice mathématique, mais c'était connu avant. Le tirage permettait, il fallait éviter d'être deuxième pour le Maroc. Je trouve c'est vrai que c'est dommage d'avoir fait 7 points, d'avoir réussi à résister au Brésil et d'avoir les Pays-Bas. Mais d'un autre côté, si on veut aller vraiment jusqu'au bout, quel que soit il faut prendre les adversaires. Mais je pense aussi que ce sera une rencontre particulière pour beaucoup de joueurs marocains parce que après la France, je crois, c'est les Pays-Bas qui est le pays dans lequel le plus de joueurs marocains sont nés. Et puis vous parliez, Hervé, tout à l'heure du révélateur pour les Pays-Bas. On les a pas vus encore face à une grosse équipe. Laquelle des 2 équipes vous a le plus impressionné depuis le début de la compétition, Pays-Bas ou Maroc? Moi, c'est le Maroc. Honnêtement, c'est le Maroc qui réussit surtout de bonnes premières mi-temps. Contre Haïti, j'ai trouvé qu'ils ont déjoué. Mais sur les 2 premiers matchs, les premières mi-temps étaient toujours d'un très haut niveau. Et s'ils retrouvent ce niveau, ce pressing qu'ils avaient, cette façon d'aller vite vers l'avant une fois qu'ils ont récupéré le ballon, oui, je pense qu'ils partent. On ne peut pas dire qu'ils partent favoris totalement, mais je dirais quand même 51-49 pour le Maroc. Pas trop de risques, Hervé. C'est trop drôle. Il y a une autre grosse affiche pour ces 16e. Oui, peut-être pas au niveau du prestige de Pays-Bas-Maroc, mais le Brésil de Carlo Ancelotti retrouvera de son côté les Blue Samurai du Japon. Brésil, évidemment, favori, Hervé, mais attention aux Japonais, aucune défaite pour le moment, et ils ont réussi à tenir tête aux Pays-Bas. Justement. Oui, mais attention au Japon, justement, parce que s'il y a bien une équipe qui peut les gêner, c'est beaucoup de mobilité, beaucoup de déplacements. Cette équipe du Brésil qui, pour moi, n'est pas encore totalement entrée dans sa compétition, on a du mal à reconnaître le Brésil, mais peut-être à l'expérience, mais ça va être très très difficile. Il faut se méfier du Japon. Et puis pour être complet, je vous avais dit qu'il y avait 4 affiches, et la dernière des 4 affiches, ce sera États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine. Les États-Unis qui partent visiblement favoris de cette 4e affiche des 16e de finale. Et les Bleus, où sont-ils? Que boivent-ils? C'est ce que je demande à chaque club du mondial. Non, on s'en moque, mais c'est un peu l'idée on a envie d'avoir tous les derniers détails et informations les concernant. Il y a donc ce match essentiel, essentiel, non, parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais contre la Norvège, un match qui est plutôt inédit puisque le sélectionneur ne sera pas là. Oui, le sélectionneur sera pas là. Il y sera quand même très important. Il aura son importance ce match contre la Norvège qui réalise un très bon début de tournoi mené par son attaquant Erling Haaland. Match dans le match à venir évidemment entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, les 2 attaquants à 4 buts. Je vous propose une présentation de la rencontre. C'est avec Cédric Ferreira depuis Boston.
En attendant le grand match entre la France et la Norvège, le centre-ville de Boston, le downtown, est transformé en terrain de jeu par les jeunes fans de soccer que vous apercevez derrière moi. L'objectif pour les deux nations, c'est d'assurer la première place de ce groupe. Pourquoi? Parce que ça permettra, en cas de match nul de l'équipe de France, d'assurer cette première place et donc de disputer un 16e de finale mardi prochain à New York, un 8e de finale éventuel à Philadelphie et un quart de finale à Boston ici même. Tout ça dans une zone géographique très restreinte, ce qui permettra aux Bleus de maximiser les temps de repos et surtout de rester dans le même hôtel à Boston et de rester dans le même centre d'entraînement à l'université de Bentley. L'équipe de France devrait donc aligner quasiment son équipe type, alors que traditionnellement, lorsqu'on est déjà qualifié, le 3e match de la phase de groupe permet de laisser au repos les stars. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Kylian Mbappé, par exemple, le capitaine, sera aligné à la pointe de l'attaque, accompagné par Michael Olise, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Il y aura quelques changements à la marge en défense. Par exemple, au poste de latéral droit, où Malo Gusto devrait remplacer Jules Koundé, ou encore en défense centrale, où William Saliba, qui est blessé au dos, devrait être remplacé par Maxence Lacroix. Mais attention pour les Bleus, car la Norvège est l'une des meilleures nations européennes de ces derniers mois, avec une campagne de qualification parfaite avec 2 victoires en 2 matchs. Ça promet donc un match très serré entre les deux nations. Voilà Hervé, le principal enjeu de cette double confrontation, la première place, mais au-delà de la première place et de la partie favorable, c'est aussi peut-être le nombre de déplacements. Je crois qu'il y a 500 km jusqu'aux demi-finales pour le premier du groupe contre 6500 pour le deuxième. Donc on n'est pas du tout logé à la même enseigne du premier au deuxième. Ça c'est clair, et je pense que même avant le tirage au sort, c'était le souhait de Didier Deschamps d'être dans la poule dans laquelle on a été, justement pour éviter d'avoir tous ces déplacements, pour avoir une base et maîtriser ces éléments. Et pour une Coupe du Monde, la fraîcheur est importante. Et là, cette année, il y a un match de plus pour arriver jusqu'au bout. Donc, effectivement, aller chercher la première place n'est pas anodin dans cette compétition. Premier gros choc, si on parle football, peut-être pour la France, sans vouloir minimiser le premier match contre le Sénégal. Est-ce qu'on n'est pas face à un révélateur tactique aussi ce soir? La France joue avec 4 attaquants, 2 milieux défensifs seulement, face à une équipe qui joue, qui marque beaucoup de buts. Est-ce que ce ne sera pas l'occasion de voir si l'équipe des Bleus est solide? En fait, je ne suis pas d'accord que c'est le premier choc. C'est le deuxième choc. Il ne faut pas minimiser effectivement le Sénégal qui a posé d'énormes difficultés à l'équipe de France pendant une mi-temps. Mais oui, c'est un choix. Et je pense que l'équipe de Norvège, contrairement au nombre de buts ce que ça pourrait donner comme sentiment, c'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon. Donc c'est une équipe qui joue très vite vers l'avant, plus vite qu'avant, parce qu'ils avaient un sélectionneur qui avait théorisé dans les années 90 qu'il fallait 10 secondes pour inscrire un but entre le moment où on a récupéré le ballon et le moment où on marque. Donc, mais c'est une équipe qui est habituée à jouer un jeu plus direct. Donc avoir les quatre offensifs, ça permet d'avoir le ballon et ça permet surtout de faire des rodages, parce que jusqu'ici ils sont encore en phase d'apprentissage de jouer tous les 4 ensemble. C'est évidemment un match qui sera spécial, puisqu'on le sait, le sélectionneur Didier Deschamps est absent, endeuillé après le décès de sa maman. C'est Guy Stéphane, donc son adjointe toujours, qui est sur l'intérim sans une certaine émotion. Écoutez. J'ai la sensation que je ne suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place, elle est sur le terrain d'entraînement, en train de mettre le matériel et d'attendre que les joueurs arrivent. Il se trouve qu'on est dans une situation cruelle pour Didier et sa famille. Je vais m'efforcer avec l'ensemble du staff de me montrer digne de la confiance qu'il m'accorde. Voilà les mots forts de Guy Stéphane, Hervé, l'éternel adjoint, l'homme de l'ombre de Didier Deschamps, qui lui est toujours resté fidèle, en témoignent ces mots forts quand même. J'ai pas l'impression d'être à ma place. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que les joueurs de l'équipe de France voudront gagner pour Didier Deschamps ce soir? Oui, je pense que c'est vraiment une forme de loyauté de dire je suis pas à ma place, dans la mesure où c'est vraiment des circonstances particulières qui font qu'il va coacher. Mais je pense que c'est deux personnes qui travaillent ensemble depuis longtemps, et puis on voit même sur le banc de touche, ils discutent beaucoup. Donc je pense qu'on est dans une configuration où tout le monde a intérêt à ce que ça gagne, à la fois pour la première place,
pour le coach, parce que on l'entend bien dans tous leurs propos, les joueurs veulent donner une grande porte de sortie à leur sélectionneur qui les a eu pendant 14 ans. Et... On voit les images actuellement de Guy Stéphane qui, après le dernier match contre l'Irak, a fait un débrief tactique avec Kylian Mbappé et Michael Olise. Guy Stéphane, c'est aussi la tête pensante de cette équipe de France. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu moins le cas que par exemple avec Laurent Blanc qui avait Jean-Luc Gasset. Vraiment, Jean-Luc Gasset était vraiment un entraîneur et Laurent Blanc était un manager à l'ancienne. Deschamps est aussi entraîneur, mais c'est vraiment un duo parce que c'est depuis 2009 à Marseille qu'ils sont ensemble et je pense que sur une rencontre comme celle-ci, Guy Stéphane pourra le faire. Et j'allais dire sur le plan statistique, parce qu'on est dans un moment où on parle beaucoup de records, Didier Deschamps, il a une victoire de devenir le sélectionneur qui a le plus gagné en Coupe du Monde. Donc il faut qu'il... Vous allez leur porter la poisse, Hervé. C'est des trucs à ne jamais prononcer. Comme dans une rédaction, on dit jamais c'est une journée calme. Jamais. Voilà. Ça, c'était pour l'équipe de France. Bien évidemment, c'est important de s'y arrêter. Dans le même temps, le Sénégal devra réaliser un formidable exploit face à l'Irak. Ouais, le Sénégal toujours à 0 points après 2 matchs. Il faudra dans un premier temps énormément marquer face à l'Irak et puis ensuite croiser les doigts pour qu'un scénario favorable se dessine dans les autres rencontres des autres groupes. C'est quand même une grande déception, le Sénégal dans cette Coupe du Monde, Hervé, avec le statut qu'il arborait en arrivant aux États-Unis. Oui, une grande déception. On dirait qu'ils se sont jamais remis de la mi-temps, de la mi-temps contre l'équipe de France. Ils ont fait une première mi-temps d'un très haut niveau et ensuite, depuis, ils sont descendus un cran plus bas. C'est toute la difficulté de jouer une Coupe du Monde avec la répétition des matchs quand on a des joueurs qui sont à des niveaux de forme différents, puisqu'on a quand même certains joueurs qui sont arrivés étant blessés et ils n'ont pas su faire les choix au moment où il fallait faire. Donc aujourd'hui, j'espère pour eux qu'ils se sont embrigadés depuis ce mois parce que la presse sénégalaise est très très dure avec les joueurs et avec le sélectionneur et qu'ils pourront inscrire plusieurs buts parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'équipes à 4 points déjà, parmi les meilleurs troisièmes. Et donc, je pense que la différence de buts sera importante. On va noter que le Sénégal est à 0 points et à moins 3 en différence de but. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment beaucoup marquer contre l'Irak ce soir. En tout cas, c'était pour le groupe de la France. 4 autres matchs ce vendredi soir et beaucoup de suspense dans les groupes G et H. Oui, dans le groupe H, le Cap-Vert jouera une qualification historique contre l'Arabie Saoudite. Une victoire leur assurerait les 16e de finale. Au même moment, l'Espagne affrontera l'Uruguay pour continuer à monter en puissance dans la compétition. L'Uruguay qui, de son côté, doit impérativement l'emporter pour se qualifier alors qu'une fronde est dirigée par certains joueurs contre Marco Bielsa. Selon la presse sportive de différents pays. Et puis enfin, vous les voyez, ce sera le groupe G, Égypte, Iran, victoire impérative pour les Iraniens pour espérer se qualifier. C'est le cas également pour la Belgique, favorite de ce groupe, mais qui ne compte que 2 petits points, victoire obligatoire face à une Nouvelle-Zélande qui peut elle aussi encore espérer se qualifier. Vous voyez les principales affiches, Hervé. Qu'est-ce que ça vous inspire, notamment Cap-Vert, le Cap-Vert qui pourra décrocher une qualification historique? Je suis à 100% capverdien parce que je trouve que ce serait une belle image à la fois pour le foot africain et même pour cette île qui travaille bien avec un sélectionneur en place depuis 6 ans. Une détection assez particulière. C'est des belles histoires comme on les aime pour la Coupe du Monde. Et puis, si se qualifierait, ce serait bien. Ensuite, j'espère pour eux que les Belges vont quand même gagner parce que... un mot peut-être de la Belgique qui a fait 2 matchs nuls depuis le début de la compétition, qui joue la Nouvelle-Zélande 4e. C'est l'Égypte qui est première dans ce groupe et qui affronte l'Iran, la Belgique. Peut-être dans le creux de la vague après une génération dorée. Oui, c'est sûr que c'est pas la meilleure génération qu'ils ont, mais quand même, s'ils sortaient au premier tour, ça ferait désordre. Et mais peut-être même un match nul leur permettrait de commencer à sortir aussi la calculette, parce qu'un match nul, ça faisait 3 matchs nuls, ça ferait une goal différence de 0, peut-être. Mais voilà, mais dans tous les cas, il faut qu'ils passent. Ce serait bien qu'ils passent avec une victoire plutôt que d'être en train de calculer. Je crois que 3 matchs nuls, ça ferait 3,0 de différence. Ça passe pas. C'est pas assez. C'est pas assez pour les Belges. Il faut gagner ce soir. Il faut gagner. Contre la Nouvelle-Zélande. Voilà donc pour toutes les affiches de la soirée.
C'est la fin déjà de ce club du mondial. C'est allé très très vite. On a en tous les cas d'arriver au 16e de finale. Bon, il y a d'abord ce match France-Norvège ce soir et on verra ce qu'on en dira. Hors de Paris, on rappelle l'horaire. Exactement, ce qu'on en dira demain. Avec vous en tous les cas, Jules. Et puis Hervé, je vous retrouve dimanche, je crois. Dès demain déjà. Bah voilà, on débriefera ensemble ce match France-Norvège. C'est parfait. On va refermer ce club du mondial. Évidemment, on a une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, comme chaque jour. Journaliste sportif, toujours emprisonné en Algérie, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, alors qu'il tournait un reportage. C'est la raison pour laquelle il a été interpellé. Nous espérons toujours qu'il obtiendra une grâce présidentielle. À demain. À demain, Aude.